Vagues de chaleur intense, inondations éclairs, méga feux, on voit ça se multiplier partout. Alors la question, elle est simple. Est-ce que c'est ça, notre nouvelle réalité planétaire? C'est une question centrale, en effet. La tendance est là. Pour y voir plus clair, justement, on va s'appuyer sur plusieurs rapports, des études récentes qui documentent cette tendance mondiale. Mhm. L'idée, c'est de comprendre les faits, de voir le lien avec le changement climatique, et puis ce que ça implique pour l'avenir, quoi. Exactement. Décortiquer tout ça. Alors commençons peut-être par des exemples concrets, des choses qui se sont passées récemment. Oui, ça parle toujours plus. Pensons à l'Inde et au Pakistan, en avril 2025. Des températures folles, plus de 40 degrés. Ah oui, j'ai vu ça. Et même des pics bien plus hauts localement, non? Oui, jusqu'à 50 degrés à Shahid Benazirabad. C'est 8,5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. 50 degrés, c'est absolument énorme. On parle vraiment de seuil critique pour l'organisme humain, là. Et on dit que c'est la nouvelle normalité, parce que ces canicules arrivent plus tôt, elles durent plus longtemps, elles sont plus fortes. C'est ça, la fréquence, l'intensité, la durée. Tout augmente. Mais il n'y a pas que la chaleur, on observe aussi des changements hyper brutaux, vous savez, ce whiplash climatique. Ah oui, le passage rapide du chaud au froid ou l'inverse. C'est très déstabilisant. Une étude récente a analysé ça sur plus de 60 ans, de 1961 à 2023. Résultat, plus de 60% de la planète subit ces bascules rapides. Plus de 60%. C'est considérable. Et on sait à quoi c'est lié? Apparemment, c'est surtout lié aux perturbations du courant jet, cette espèce de rivière d'air rapide en haute altitude, là. Oui, le jet stream, il pilote une grande partie de notre météo. C'est ça, et aussi à l'humidité des sols, et ça touche particulièrement l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. D'accord. Donc des changements de régime météo très abrupts. Voilà, et puis troisième exemple marquant, les incendies. La Corée du Sud, mars 2025, le pire épisode en 25 ans. Les images étaient terribles. 104 000 hectares partis en fumée, 32 morts. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu chiffrer le lien avec le changement climatique. Ah oui, comment ça? Eh bien, les scientifiques ont calculé que la probabilité d'un tel événement avait doublé. Doublé. C'est énorme. Et son intensité a été augmentée de 15%, à cause de températures 10 degrés au-dessus des normales et de vents forts. Cette capacité à chiffrer l'impact, c'est ça, la fameuse science de l'attribution. Exactement. C'est tout l'enjeu de la science de l'attribution. En gros, on utilise des méthodes statistiques, des modèles climatiques, pour comparer la probabilité d'un événement dans le climat actuel, réchauffé par l'homme, par rapport à un climat naturel, sans cette influence humaine. D'accord. Et ça permet de dire le changement climatique a rendu cet événement X fois plus probable ou Y% plus intense. C'est ça. Et les résultats sont de plus en plus robustes. Le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, nous donne d'ailleurs des ordres de grandeur assez parlants. Ah oui, par exemple. Prenez une vague de chaleur, qui avant avait une chance sur 10 de se produire chaque année. Avec le réchauffement actuel d'environ 1,1 degré. Elle se produit maintenant presque 3 fois plus souvent, 2,8 fois pour être précis. 3 fois plus, d'accord. Et si on atteignait un réchauffement de plus 2 degrés, ce serait 5,6 fois plus fréquent. Et en plus, elle serait 2,6 degrés plus chaude en moyenne. Ça donne le vertige. Et pour les plus intenses? Même logique. Un événement de pluie intense décennale est déjà environ 1,3 fois plus probable aujourd'hui et 6,7% plus intense. C'est déjà notable, hein. Et à plus 2 degrés, ce serait 1,7 fois plus probable et 14% plus intense. 14% d'intensité en plus. Concrètement, sur le terrain, lors d'une inondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus d'eau en très peu de temps. Les égouts, les rivières débordent plus vite, plus haut, les dégâts sont amplifiés. Chaque petit pourcentage se traduit par des conséquences bien réelles et souvent dramatiques. Je vois. Et il faut aussi noter l'augmentation des événements composés, comme la combinaison chaleur et sécheresse ou ces chocs chaud-froid dont on parlait. Ça aussi, l'influence humaine est détectée depuis les années 50. C'est un tableau assez sombre. Si on se projette alors, si on ne réduit pas drastiquement nos émissions, ça va continuer de s'aggraver. Les modèles climatiques sont clairs là-dessus, oui. La tendance va s'amplifier. Chaque dixième de degré compte vraiment. Avec des variations régionales, j'imagine. Oui. On s'attend à plus de cyclones et de pluies intenses dans les zones tropicales et subtropicales par exemple, et plus de feux et de sécheresse aux latitudes plus élevées. Et au-delà de ces phénomènes météo directs, quelles sont les répercussions plus larges? Elles sont systémiques en fait. Ça touche d'abord la santé publique, surmortalité liée à la chaleur, plus de maladies transmises par les moustiques, problèmes respiratoires avec les fumées. L'agriculture aussi, j'imagine. En première ligne. Perte de récolte, baisse des rendements, ça menace directement la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. Et nos infrastructures, routes, réseaux électriques? Elles souffrent énormément. Les réseaux électriques sont mis à rude épreuve par les canicules, les transports sont perturbés par les inondations ou les tempêtes, sans parler des bâtiments eux-mêmes.
Et la nature dans tout ça? La biodiversité en prend plein la figure, clairement. Perte d'habitat à cause des feux, des sécheresses, acidification des océans, les écosystèmes sont bouleversés. Face à tout ça, que faire? Il y a deux volets indispensables, et il faut agir sur les deux en même temps. D'abord, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la base pour limiter le réchauffement futur. C'est l'atténuation. D'accord. Limiter les dégâts futurs. Voilà. Mais comme une partie du changement est déjà là et inévitable, il faut aussi s'adapter. C'est devenu une nécessité absolue. S'adapter, c'est-à-dire concrètement? Ça veut dire investir dans la résilience. Revoir nos infrastructures pour qu'elles résistent mieux, meilleur drainage en ville, meilleure isolation des bâtiments, adapter nos pratiques agricoles, mieux gérer nos forêts pour limiter les risques d'incendie. Et les systèmes d'alerte? Crucial. Renforcer les systèmes d'alerte précoce pour les canicules, les inondations, et avoir des plans d'urgence sanitaire et civile bien rodés. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que ce n'est plus une série d'anomalies isolées. Les preuves convergent, on est face à un schéma récurrent, une modification profonde du climat qui est directement liée à nos activités. C'est exactement ça. On est entré dans une nouvelle ère climatique. Et cette nouvelle normalité, si on ne fait rien, risque de devenir bien pire. L'urgence est là. Il faut donc agir vite, sur les deux fronts, moins émettre et mieux s'adapter. C'est la seule voie raisonnable pour éviter les scénarios les plus catastrophiques. Et pour finir, peut-être une pensée. Au-delà des gros événements spectaculaires qui font les infos, est-ce qu'on ne devrait pas aussi être attentif aux changements plus discrets? Comment ça? Je veux dire, comment tout ça modifie petit à petit les rythmes des saisons qu'on connaissait, les paysages autour de nous, les plantes, les animaux locaux, même dans les régions qui ne font pas forcément la une pour des catastrophes. C'est une excellente question. Oui, absolument. Ces changements plus insidieux, ils affectent aussi notre quotidien, notre environnement familier, notre lien au territoire. Et ça nous concerne tous, où qu'on vive.